C'est bon. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes à la Bilipo, donc on est le 23 janvier. C'est aussi le jour des grandes manifestations de la nuit de la lecture. Donc plein de choses se passent dans les bibliothèques. Mais nous, à 16 heures, on a choisi depuis fort longtemps, car c'était déjà une rencontre programmée fin 2020, de recevoir un nouvel auteur. Enfin, pour nous, c'était aussi une découverte. Donc Alexandre Gallien, qui a publié donc fin 2020 Le souffle de la nuit, et qui, aux éditions Michel Lafon, et qui avait précédemment publié dans la même série Les cicatrices de la nuit, qui a été lauréat du prix du Quai des Orfèvres en 2020, était le plus jeune lauréat, si on ne se trompe pas. Donc il va nous en reparler, et donc cette rencontre sera animée par Adeline Fleury. Donc, place à nos deux invités. Merci beaucoup et bonne rencontre. Alors bonjour à tous, bonjour Alexandre. Bonjour Adeline. Comment allez-vous? Mais je vais très D'abord, bien. en préambule. Je vais très très bien. C'est incroyable de pouvoir enfin faire cette rencontre et parler de vos livres, et ce dernier qui est encore en librairie, et on espère pour longtemps, puisque la littérature est essentielle. On le rappelle. Elle est essentielle, tout à fait. C'est la première fois, Adeline, que je vous vois sans masque, alors que ça fait un an qu'on se connaît. C'est d'une tristesse, cette époque. C'est une tristesse de me voir sans masque? Non, l'époque. D'accord. Alors, vous êtes un jeune auteur, on peut dire ça. Vous avez 32 ans, mais je pense que l'écriture est là dans votre vie depuis pas mal d'années, puisqu'avant d'avoir publié Les cicatrices de la nuit, auréolé d'un prix. Alors ce prix, peut-être on va un petit peu dire ce que c'est, parce que c'est vraiment un tremplin. C'est un prix très très sérieux, le prix du Quai des Orfèvres. Je crois qu'il y a à peu près 22 membres du jury, issus de la police, du monde judiciaire, journalistes spécialisés dans le polar. Et peut-être de nous raconter un petit peu comment ça a changé votre vie finalement. Et bien sûr. Bien sûr. D'abord, j'ai 31 ans. Ne me dites pas, parce que je suis déjà à un âge où chaque année est un sacerdoce. Oui, oui, évidemment, ça a changé de vie, parce que c'est les balbutiements d'une carrière littéraire un petit peu plus sérieuse, parce que c'est un prix qui a une certaine aura. C'était pendant ma première année de master à Sciences Po que j'avais écrit ce livre-là. Est-ce qu'on s'ennuie à Sciences Po? Ça donc on écrit à côté. Non, mais en fait, la police me manquait un peu, cet univers-là me manquait beaucoup. Et je vais le retrouver pendant ma pause belge. Donc tous les midis, j'avais écrit Les cicatrices de la nuit, et je l'ai envoyé parmi, je crois qu'il y avait 200 manuscrits, un truc comme ça. 200 manuscrits qui ont été envoyés anonymement. À l'école des mots, on a l'impression que je me prends des droites depuis 10 minutes. Ça va bien se passer. Personne ne vous veut du mal. Donc oui, c'était ça. Et puis le jour où on vous annonce ça, déjà vous y croyez pas trop. Et puis après, il y a une espèce de grosse machine qui se met en marche. Et en plus, c'est un manuscrit anonyme, en fait. Oui, votre c'est nom ça. N'apparaît pas. C'est ça, tout à fait. Oui. Très très anonyme, parce que vu que le président du jury est directeur de la police judiciaire, et vu mon passé dans cette maison, je pense que sinon je n'aurais jamais eu ce prix. Donc je suis l'exemple premier de l'anonymat absolu qui est lié à ce prix littéraire. Parce que vous évoquez votre passé, donc pour retracer un petit peu, vous êtes encore jeune, 31 ans, il y a ce master de Sciences Po, il y a l'écriture, et avant, il y a un passé de flic à la PJ. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment vous rentrez dans la police, ce que vous y faites, et pourquoi là vous êtes en disponibilité, c'est ça? Oui, c'est ça, je suis en disponibilité. Je rentre dans la police
pas forcément par hasard. La police, c'est un concept que j'aimais beaucoup. Un concept. Ouais. Pour moi, tout est une question de contexte et de concept. Voilà. Et il faut réussir à allier les deux pour être heureux. Et donc, le concept de la police me plaisait énormément. Et après 4 ans, je suis allé chercher un autre contexte. Voilà. Donc, j'ai repris mes études à 27 ans. Fort de 4 petites années d'expérience à la PJ. Et pendant ma reprise d'études, j'ai écrit ce joli petit livre. Voilà. Et puis maintenant j'enseigne l'écriture à Sciences Po. Donc je suis un petit peu resté dans la maison parce que pour le coup, le concept et le contexte me plaisent énormément. Ça se croise et ça se rejoint. Ouais, ça se rejoint beaucoup. Et puis voilà, j'ai écrit Le souffle de la nuit ensuite, qui est paru début septembre. Ouais, tout nouveau. Dans ces 2 livres, dans ces 2 ouvrages, vous avez eu à cœur de créer un personnage récurrent. On imagine qu'il sera présent ensuite. On espère une longue vie pour ce personnage de Valmy. Comment il naît, qui il est. Il est très documenté, ce personnage. On a l'impression qu'il y a plusieurs flics dans ce flic-là. Comment vous l'avez créé? Est-ce qu'il vous ressemble aussi? Est-ce que vous avez des points communs avec lui? Forcément, puisqu'il y a plusieurs personnes dans Valmy, il y a une des personnes qui est dans Valmy qui me ressemble. Je pense que Valmy, c'est une sorte de flic idéal, et c'est très juste en fait ce que vous dites, Adeline, puisque pour créer un flic idéal qui serait capable de mener des enquêtes en solitaire, il faut réussir à agréger plusieurs compétences et plusieurs traits de personnalité qui d'habitude vont pas forcément ensemble. Après, Valmy est le héros, mais il a derrière lui toute une équipe. Et je pense que, en fait, alors c'est pas du tout un procédé qui était voulu. C'est ce truc où votre livre vous échappe un petit peu à partir du moment où vous le laissez entre les mains des lecteurs. Mais je pense qu'on pourrait imaginer que tous les flics qui secondent Valmy sont une partie de lui, d'une manière ou d'une autre. Il y a ce prolongement. Ouais. Et que en fait, en bon chef de groupe, il a récupéré un petit peu de chacun de ses subordonnés, et il est un petit peu le symbole de plein de compétences réunies. D'accord. Et il est hanté aussi par un passé lourd qui est présent dans le premier tome et qui le poursuit encore dans le second. On peut raconter un petit peu ce passé traumatisant qui est fondateur finalement. Valmy, c'est un type qui a 50 ans avec une descente aux enfers terrible. Parce que au début de ce livre-là, il vit une petite carrière avec un job plutôt cool qui est d'être flic au groupe des cabarets, donc de connaître très bien le monde de la nuit. Son boulot, c'est de la recherche d'informations pure et dure, c'est du réseau, c'est de rencontrer des gens qui le fascinent au quotidien, et par le jeu, un superbe jeu de chaise administrative, et pour des obligations familiales, Valmy se retrouve affecté à la brigade criminelle, et là ça va changer du tout au tout, parce que il est flic depuis 25 ans, mais il va découvrir une facette du métier qui est la facette la plus sombre du boulot de flic. Il va la découvrir à 50 ans passés, donc c'est un petit peu quitter l'enfance, et c'est quitter le monde des cow-boys et des Indiens très très tard en fait. D'accord. Et dans le souffle de la nuit, les cicatrices, le souffle, il y a ce côté, la nuit qui unifie tout ça. Ce qui est assez fascinant, vous nous plongez dans un univers qui est assez méconnu et pas tellement exploité dans le polar. La prostitution nigériane, cette communauté-là à Paris, le vaudou, la magie noire, comment est né en fait tout ce terreau littéraire, enfin ce décor porteur pour un thriller finalement. Ce décor-là, il est né d'une... Tous mes décors, en tout cas dans les polars, naissent de réalités qui, à mon sens, sont pas assez mises en lumière et pas assez connues. Et de ces réalités,
on a envie de faire des histoires. Et c'est un petit peu, ça a été le cas dans Les cicatrices de la nuit avec le milieu des étudiantes, des étudiantes escortes, et ensuite dans Le souffle de la nuit. Et je trouve que le milieu enfin, les réseaux de prostitution nigérians tels qu'ils sont implantés aujourd'hui à Paris sont terribles, enfin terriblement violents, mais aussi fascinants, au sens où ils ont comme terreau des traditions ésotériques qui nous sont complètement inconnues. Et moi, j'habite pas très loin de Barbès, et je trouve ça vraiment fascinant, la façon dont la plupart des habitants du 18e arrondissement de ce quartier croisent ces femmes-là, les voient sans les voir, comme on croise une prostituée dans la rue, ou comme on croise tous ces invisibles que la société finalement n'a pas super envie de voir, sans s'imaginer une seconde toute la richesse culturelle. Alors j'aime pas parler de richesse parce que c'est de la mauvaise richesse, c'est du pétrole, quoi. Mais toute cette espèce de richesse culturelle, ce terreau fascinant qui est un petit peu la base de ces réseaux criminels. D'ailleurs, ce livre est dédié, en fait, au début en exergue, vous dites à tous les destins brisés qui peuplent les ruelles. Donc, oui, c'est ça. Vous avez travaillé pour mettre en lumière quelque part ces destins de l'ombre, ces gens qu'on ne regarde pas, ces fantômes finalement. Oui, je trouve que ça fait pour moi partie. Alors, j'aime pas tous ces trucs très verticaux où on dit c'est le métier d'un écrivain. Non, c'est le métier d'un écrivain, c'est de faire des phrases et de raconter des histoires. Parce que la mission en revanche, chaque écrivain a une mission qui se donne et un certain parcours et une certaine ligne de conduite. Et dans ma ligne de conduite, modestement, la mission que je me suis donnée, c'était de me dire bon, on va parler des choses que les gens ne voient pas, des choses dont les médias parlent pas énormément, ce qui est dommage. Je crois qu'il y a commencé à y avoir quelques sujets fin 2019 sur ces réseaux-là qui sont sortis. Il y a eu un sujet en 2020 dans le monde diplomatique, mais bon, l'actualité de cette année a été un petit peu ça a gommé un peu tout ça. Un petit peu phagocyté par le virus, mais je pense vraiment que c'est des faits dont la société doit prendre conscience. Et si ce livre-là peut être une mini pierre à cet édifice, c'est génial. Comment vous avez travaillé, parce qu'il est ultra documenté, celui d'avant aussi. C'est très précis, que ce soit dans le côté de la police, le jargon est très précis. Il y a les médecins légistes, il y a la vidéosurveillance, tout ça, on sent que tout est maîtrisé. C'est de la documentation, c'est ce que vous connaissez par votre passé de flic. Comment tout ça s'articule avant de vous mettre à écrire finalement? Le côté flic, l'ayant vécu, est pas si compliqué à mettre en lumière. C'est l'équivalent c'est un sujet de rédaction, c'est raconter votre journée de travail. Votre quotidien. Votre quotidien. Donc, on va piocher dans ses souvenirs, on va piocher et puis c'est tous ces réflexes qu'on a sur une scène de crime face à une infraction, la façon de mener des investigations, ça devient limite pavlovien. C'est-à-dire qu'on pense tout de suite, quand il y a une infraction, on pense caméra, on pense voisinage, on observe des choses. Ce qui a été pour les cicatrices de la nuit, c'est principalement ça le thème de documentation. Il y a eu un peu de recherche, je me suis mis à jour au niveau procédure, parce que la procédure pénale évolue tous les 6 mois. Donc heureusement, j'ai gardé quelques potes à la PJ qui m'ont un peu aidé. Pour Le souffle de la nuit, ça a été un peu différent. Parce que on s'attaque dans Le souffle de la nuit à une culture. Je connais un petit peu, je connais pas mal l'Afrique de l'Ouest, pas le Nigeria précisément, et j'avais pas vraiment de notion autour du vaudou avant de me mettre dans cette histoire. Je connaissais très bien le fonctionnement des réseaux nigériens à Paris, mais j'avais aucune idée de ce qui amenait ça. C'est-à-dire que en fait, quand vous réagissez en tant que flic face à ça, vous vous dites, ils sont tenus par un rythme qui est le rythme du doudou, et on ne cherche pas forcément plus loin. On ne cherche pas à savoir quelles sont les racines de ce rythme,
rayonnance, quel rayon Rayon, ce rythme va avoir dans la société nigériane en général. Et donc, ça a été ça le gros travail du doc. Il y a eu un long voyage au Nigeria qui a été avorté pour cause de confinement. En fait, j'ai passé mon confinement 2 mois enfermé dans une maison sans 4G et sans téléphone. Le cauchemar des trentenaires d'aujourd'hui. Mais pas des écrivains. Mais pas forcément des écrivains. Et je me suis enfermé là-dedans, enfin dans cette petite baraque avec, je sais pas, une trentaine de livres, des essais de sociologie, beaucoup d'essais de psychologie sur. J'ai beaucoup travaillé sur les écrits de Toby Nathan, en ne sachant pas qu'il allait sortir en rentrée littéraire en même temps que moi. Oui, mais ça fait écho. Hein, tout cet univers, la magie noire, la sorcellerie, les âmes errantes, tout ça. On retrouve ça finalement exprimé d'une autre façon. Là, on n'est pas dans. Il est romancier aussi, mais j'imagine que vous avez lu ses essais. Oui, j'ai lu tous ces essais qui traitent des personnes en situation d'exil et de la façon de traiter les pathologies psychologiques chez eux. Et les traumas. Ouais. Et donc ça a été fascinant de faire ça. Mais c'était pas mal ce confinement finalement. Oui, ça a été plutôt pas mal. Après, il faut se détacher de son sujet une fois que le livre est paru. Bon, là, je suis dans l'écriture du suivant. On en parlera après, mais sans tout dévoiler. On ne spoilera rien. Rien du tout. Mais du coup, je suis dans une toute autre documentation et il faut faire table rase. En fait, c'est comme quand on fait un. Alors, je vais parler comme un universitaire ronflant, mais c'est comme quand on fait un mémoire. Vous voyez, vous faites un mémoire à la fin d'un semestre, à la fin d'une année. Vous allez bosser 1 an dessus et à partir du moment où votre mémoire est rendu, le sujet, vous le connaissez, mais vous en débarrassez complètement. Il y a une distance qui se met, ça ne vous appartient plus. Et le lecteur se l'accapare à sa sauce, à sa façon. Là, on parlait de documentation. Vos romans sont très structurés. Enfin, on sent qu'il y a. Vous faites partie, j'aime pas faire des catégories, mais il y a des auteurs à plan, vraiment structure ultra détaillée en amont, des autres plus intuitifs. Dans le polar, il faut une structure qui marche. Avant de vous mettre à écrire, vous avez vraiment besoin d'avoir votre cadre ultra détaillé, comme un scénario. Je suis un maniaque de ça. Un maniaque, enfin, vraiment, je suis très, très organisé. Alors, c'est amusant, j'ai écrit un roman de littérature générale où là, j'avais pas du tout de plan. Je suis allé complètement à l'instinct. Mais dans le polar, je vais vous livrer quelque chose. Non seulement il y a un plan, mais en plus chaque partie est détaillée. Et à côté de chaque détail et de chaque élément de l'intrigue, je lui accorde un nombre de signes que je ne dépasse pas. Ah oui, là on est dans la. C'est très très minutieux. En fait, on est dans la. En total contrôle. Ouais. En fait, je contrôle complètement, mais ça me permet de contrôler le rythme du récit et de voir à quel moment je vais accélérer, à quel moment je me permets de ralentir. Et en fait, avoir ça, c'est un peu comme avoir une partition. Vous voyez ? Tout à fait. Mais on sent, parce que dans le Souffle de la nuit, c'est vraiment une alternance entre l'action et des moments plus réflexifs, voire d'introspection, de pause. C'est ça, ce rythme auquel vous aspirez dans vos romans. Oui, c'est ça. C'est que et tous ces moments de pause, je fais en sorte de. Parce qu'en fait, dans l'introspection, on peut aller loin, trop loin. Et pour un jeune romancier comme moi, je suis pas encore tout à fait dans la maîtrise intuitive de ces choses-là, ça me permet de pas être trop chiant et de faire un livre avec des pages qui se tournent facilement. Oui, c'est bien. Enfin, il faut les deux. Il faut avoir envie de tourner la page et en même temps, par moment, de réfléchir, de faire une pause, d'intellectualiser. De se prendre un petit peu une scène sur le coin du museau de temps en temps, ça fait du bien. Et il y en a quelques-unes quand même, parce que on l'a pas dit, on va pas spolier, mais dès le départ, on sait qu'on a affaire à un criminel sadique. On pose ça, on découvre un flic mort dans le bois de Vincennes, le ventre, les tripes à l'air, c'est assez. Vous y allez dans le détail avec une poupée vaudou dans le ventre,
ça. Ouais, c'est ça. et, et voilà, c'est des entrées en matière un peu violentes, un peu. On va dans le vif du sujet, et vous montrez de la chair, vous montrez du sang, enfin, vous écrivez de la chair, du sang, des tripes, et c'est ça, on se prend ça dans la gueule d'entrée de jeu, et il y a comme ça, tout au long de l'intrigue, des moments phares, des scènes, on va découvrir d'autres cadavres mutilés. Ces descriptions un petit peu gore, finalement, je tente de les utiliser déjà uniquement quand c'est nécessaire. Oui. En fait, je raisonne en flic un peu face à ça, c'est-à-dire qu'un flic ne va pas aller s'imposer des photos du cadavre juste pour le fun. Non. Alors, il y a ce cliché quand même à la télé, dans les séries, on a l'impression. Oui, que voilà. le mec va regarder les photos du macabre chez lui. Franchement, moi, j'ai rarement vu ça. Enfin, à part s'il faut, à part pour des trucs très précis, je crois que j'ai jamais vu un flic regarder les photos du macabre, quoi. Donc, en fait, la violence, on se la prend de façon sporadique, on se la prend pendant un moment déterminé, et surtout, on se la prend au minimum. C'est-à-dire que on n'attarde pas son regard au-delà de ce à quoi nous sert le regard professionnellement. Je ne sais pas si c'est très clair. Mais je pense que la réalité est ce qui fait une scène de crime qui claque un peu plus, c'est justement ça, c'est ces moments un peu minimalistes où on montre des choses, mais on ne montre que finalement ce qui sert à l'enquête. Oui. C'est-à-dire que pas une fois on parle des yeux révulsés pendant 3 heures, non, etc. Non, ça tarde pas. Ouais. C'est de condenser la scène et le résultat, quoi. Ouais, c'est ça. Et la violence, en fait, de toutes ces choses-là, et c'est pour ça je pense qu'il y a beaucoup d'anciens flics qui se sont mis à écrire, et c'est pour ça que c'est parfois assez efficace, c'est que, en fait, quand vous vivez ces choses-là, quand vous voyez un cadavre, quand vous auditionnez une victime d'inceste, il y a des détails, en fait, des choses que le commun des mortels va jamais imaginer. Si on a 30 secondes, je vous donne un tout petit exemple où je regardais une série avec une copine il n'y a pas longtemps, et il y avait une vieille qui était morte chez elle depuis je sais pas combien de temps, et elle avait un chat, et le flic adopte le chat, et il sort avec un petit chaton tout mignon, et en fait en réalité c'est pas comme ça que ça se passe, parce que le chat il a mangé la vieille dame. Oui. Et ça, c'est des trucs c'est horrible, mais c'est des trucs que seuls les gens qui ont déjà pété une porte, qui ont déjà trouvé un cadavre de vieille morte depuis des années avec son chat, etc., vont connaître. Et je pense que c'est cette horreur qu'on n'imagine pas. C'est ça qui rend le récit un petit peu plus glaçant, un petit peu plus réaliste, à côté de longues descriptions de scènes de torture, etc., oui, qui n'apportent rien non plus. Qui apportent autre chose à d'autres récits qui ne sont pas forcément les... Et justement, vous inscrivez dans une lignée, on parlait. Vous dites, il y a pas mal d'auteurs anciens flics dans le polar, et ce prix d'ailleurs on met sur le devant de la scène assez régulièrement. Comment ne pas faire la même chose, comment renouveler ce genre, en fait, et pas faire tiens, je vais faire de nouveau Frontillaise ou Olivier Noël. Je pense qu'il ne faut pas se perdre derrière le flic. Ouais. Moi, c'était, je vous parlais du contexte. Ce qui me dérangeait beaucoup dans la police, c'est qu'il ne fallait pas de tête qui dépasse. Il fallait un truc très uniforme. Vous voyez, mais de A à Z, à l'école de police, on vous met en rang de façon à ce qu'on ne voit qu'une tête à chaque fois. Et c'est ça qui va faire un bon auteur policier, c'est-à-dire que ce sera un flic qui va connaître son boulot, mais qui n'aura rien perdu de sa personnalité, parce que finalement, si je m'installe face à Christophe Gava, qui est le nouveau lauréat du prix du Kaiserfeld, qui est un grand flic, on va discuter, on va avoir sûrement les mêmes réflexes. Enfin, je parle de Christophe Gava 30 secondes, c'est un de mes meilleurs amis, je suis vraiment ravi qu'il ait eu ce prix.
Après vous. Qu'il l'ait eu, ouais, ça a été une surprise absolument incroyable. Et on est partis au ski tous les deux il n'y a pas longtemps. Et on se ressemble pas du tout. Lui Mais et moi, les vraiment. remontées mécaniques, elles n'étaient pas. Non, c'était il y a 3 ans. D'accord, alors Très, c'était il y a très longtemps Mais finalement. vraiment, c'est la vie d'avant. D'accord. La vie où il y aurait eu du public et pas des ordinateurs en face de nous qui nous filment. Et lui et moi n'avons rien à voir. Il est beaucoup plus vieux que moi. J'aime bien le dire, il est beaucoup plus vieux que moi, si tu m'entends, Christophe. Et il y a eu une bagarre dans un resto d'altitude et on s'est mis à courir comme deux cons avec nos chaussures de ski pour stopper la bagarre et ça a été le même réflexe au même moment, sans rien se dire, sans même se regarder. L'instinct, on est là. Et pourtant, lui comme moi, n'avons rien perdu des personnes que nous sommes. On a juste gardé un petit peu des réflexes. Et je pense que dans l'écriture, c'est pareil. C'est pour ça que les cicatrices de l'ami vont avoir absolument rien à voir avec Cap Canaille. Parce qu'il y aura des choses en commun qui restera du flic, mais ce ne sera pas du flic raconté de la même manière. Oui, là, pour le coup, quand vous dites dans la police rien ne dépasse, là, quand on est flic et qu'on écrit, on s'autorise à dépasser le cadre, à sortir du cadre. Je n'ai pas envie de faire de généralité, mais j'ai quand même le sentiment que les flics qui écrivent, c'est des mecs chez qui ça dépassait un peu trop dans la police nationale. Quand même. J'en connais pas beaucoup, je connais que Christophe Gavard personnellement. Mais Christophe, c'est un mec chez qui la tête dépassée, quoi. Et la tête dépasse encore, parce que lui est encore en fonction. Mais Christophe, c'est une tête qui dépasse. Et la façon dont il exprime ces choses-là, c'est à travers la littérature. Et vous, retrouver un jour le terrain, c'est totalement inenvisageable. Ah oui. Ouais, non, vous avez tourné une page. Oui, non. Joli, mon Dieu. Non, c'est totalement inenvisageable aujourd'hui. Je suis beaucoup trop heureux dans mes fonctions d'enseignant. Je suis bien trop heureux à écrire. J'aime beaucoup trop ce que je fais aujourd'hui pour avoir la moindre envie de retrouver une terrible pression hiérarchique, d'arriver dans une administration qui quand même va très mal. On va pas se mentir, il y a un vrai malaise dans la police. Enfin, non, vraiment pas. Il y a un instinct de préservation chez moi qui fait que, et pourtant, les concours je regarde tous les ans les programmes des concours de commissaires en me disant, bon, allez, cette année, je le tente. Et puis, finalement, il y a vraiment un truc de, non. Mais au travers de ces livres, c'est aussi une façon de faire connaître cet univers de la police. Et de faire tomber certains clichés aussi. Il y a quelque chose de paradoxal avec la police parce qu'elle peut fasciner dans les séries. Enfin, les séries qui marchent, c'est les séries où il y a des flics. Cette littérature-là marche, cartonne et on en est ravis. Et en même temps, ces derniers mois, la police s'en prend plein la gueule dans les médias. Comment vous cherchez pas à réhabiliter la police par vos écrits, mais peut-être montrer plus la réalité et casser les clichés et dire que c'est pas manichéen. Je pense que d'instinct, en fait, c'est amusant, tout ce malaise et toute cette haine qui existe par rapport à la police, parce que parfois, c'est largement justifié de la part de l'opinion publique de remettre en cause une institution qui est censée la protéger. Et en même temps, il y a quelque chose que personne ne nie. C'est que policier, c'est un métier extrêmement dur. C'est un métier qui a une complexité folle. Je pense que ce à quoi un romancier doit se tenir, c'est montrer la complexité d'une situation. Je pense qu'aujourd'hui, la police, elle n'a pas besoin d'un roman pour se réhabiliter, elle a besoin d'autre chose. Et ce serait un petit peu se placer dans une position de sauveur, de quasiment messianique, que de dire moi je vais réhabiliter les flics avec un roman. Un roman, c'est un roman. Une fiction, c'est une fiction. Le jour où j'ai envie de réhabiliter la police, j'écrirai un essai, mais c'est vraiment pas au programme. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une erreur de romancier que d'avoir envie à tout prix de dénoncer un fait social avec un roman,
Je pense qu'il faut mettre en lumière des univers, dénoncer des situations complexes, les expliquer peut-être, et surtout prendre le lecteur, enfin, estimer son lecteur assez intelligent pour faire la part des choses, pour comprendre ce qu'il veut expliquer, et pas forcément rabâcher des choses et balancer poncif sur poncif sur poncif, c'est pas vraiment... Oui, mais la fiction, elle permet justement de toucher un large public, et en racontant une histoire, de faire réfléchir aussi, et quelque part faire évoluer les mentalités. Quoi. Oui, bien sûr, mais c'est le moment où il vous échappe. Oui. C'est-à-dire que généralement, on se plante quand on a envie absolument de faire réfléchir. Quand on se dit, mais ça va faire comprendre aux gens que... Non, c'est mettre un petit peu le projecteur sur quelque chose, donner une situation. Et en revanche, moi, mon but absolu, c'est ce qu'on va ressentir pour mes personnages. Vous voyez ? Mais pas pour les flics en général. Je vais avoir envie qu'on s'attache à Victor. Je vais avoir envie qu'on trouve que Antoine est un peu coincé du cul. Je vais avoir envie de ça, vous voyez ? Mais je vais pas avoir envie qu'on se dise les flics sont géniaux ou les flics sont des ordures à la lecture d'un roman. Là, vous citez d'autres personnages de ce roman-là. Par moments, Valmy est même en retrait, quelque part. C'est une volonté de votre part de montrer la complexité. D'ailleurs, il y a cette géographie, on parlera après de la géographie, c'est important dans vos romans. On est au Bastion, ce qu'on appelle le 36 maintenant, 36 rue du Bastion, dans le 17e, là, à la porte de Clichy. Et il y a tous ces jeunes flics, jeunes plus vieux, qui évoluent. C'était important d'avoir cette fourmilière en fait, autour de personnages, autour de Valmy. Le personnage que j'avais envie de créer était un personnage qui aurait su se mettre en retrait au bon moment. Se dire, bon, maintenant, je vais chapeauter les choses et je vais laisser un petit peu la place aux autres. Parce que je pense que parfois, on n'a pas envie de vieillir. On n'a pas envie de se rendre compte qu'il y a une nouvelle génération qui arrive. Et je pense que la réaction noble face à ça, c'est un accompagnement, c'est une main tendue. C'est ce que fait Valmy, en fait, avec tous les jeunes, où il leur explique un petit peu des choses. Mais c'est aussi de savoir se mettre en retrait pour prendre une position peut-être plus haute et plus paternelle, finalement. Oui. Valmy, c'est un peu un papa. Oui, c'est un papa grincheux, mais c'est un papa. Un papa dépressif, mais c'est un papa. Oui, j'allais dire, il y a un... C'est un papa sous Prozac. Il y a un terreau bien de dépression, il est un peu taiseux, mais il est très attachant. Par ces côtés-là, il a ses failles. Et l'idée n'était pas de choisir un héros, un personnage lisse, surtout dans cet univers-là. Il fallait quelqu'un d'un peu qui avait vécu et qui s'est pris des bons coups. Ouais, c'est ça. Valmy, c'est un mec de la nuit à la base. Donc, c'est un type qu'on a vu un petit peu. Je sais pas si... ce que j'adore, c'est prendre des cafés à 14h avec des... Bon, déjà, ce que j'adore, c'est prendre des cafés. D'accord. Parce que là, c'est plus possible. Mais seul. Ouais, seul, quoi. Voilà. T'appuies sur ta machine expresso, bon, voilà. C'est pas terrible pour nourrir un imaginaire. Mais en revanche, vraiment, je vous invite à boire un café à 14h avec un patron de boîte de nuit ou des gens du monde de la nuit. C'est pas les mêmes, en fait. On voit vraiment un vernis qui s'écaille et finalement, je pense que chez Valmy, il y a un peu ça. Il y a le vernis qui s'est un peu écaillé. Et oui, et là, on est dans une période un peu particulière pour justement nourrir, que les romanciers puissent nourrir leur fiction, leurs livres. Comment on fait maintenant? Parce qu'on a moins de prise sur le réel. On parle, évidemment, là, on se parle. On parle à des gens au travers d'ordinateurs, mais le terrain est moins accessible, malheureusement. Et pour des auteurs de polar, c'est quand même... Ouais, dites-vous. Voilà, d'aller mettre les mains dans le cambouis. Comment on fait? Là, on met du gel hydroalcoolique après, mais c'est un peu... Il y a des frustrations. Comment on fait pour nourrir
c'est son imagination, son imaginaire de romancier en Alors, 2021. la réponse en 2 parties. Oui, Première partie très courte, son terrain, on le réinvente. Ouais. Ça, c'est ce qu'il faudrait faire. Deuxième partie, ce que je suis en mesure de faire. Quand le confinement a été annoncé, là, quand Emmanuel Macron a commencé à nous donner quelques dates, je crois que c'était le 1er décembre, il parlait d'une réouverture des bars le 20 janvier. Il s'avère que j'écris dans les cafés. oui, J'avais les plans de mon prochain roman. Et comme je vous disais, je suis quelqu'un de très minutieux et je me fais aussi un rétro-planning avec des d'accord, dates. ça va avec. Voilà. Chaque une semaine, une date. Et j'ai commencé mon rétro-planning au 20 janvier. Donc là, je suis vraiment. Là, j'arrive pas à inventer mon terme pour l'instant. C'est très compliqué. Et en même temps, il y a des choses qui me brisent. Je sais pas si. Je sais que vous écrivez un petit peu aussi. Je sais pas si vous vous sentez parfois un peu. Quasiment un peu rentier. Ça travaille pour vous, quoi. Vous êtes là, vous vivez votre vie, vous faites vos courses, Et puis derrière, il y a une petite machine qui travaille pendant 1 semaine, 2 semaines, peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. À un moment, vous allez vous mettre devant une feuille Et ça sort. et ça va couler. Et moi, ça fait 3 mois que j'ai la première phrase du roman en tête, que je la retourne. Et je sais qu'au moment où je vais ouvrir mon document, que je vais commencer à l'écrire, ça va couler. Mais c'est vrai qu'en ce moment, on n'y arrive pas, on est un peu bloqué. On est tous dans une position un peu attentiste, je pense. Oui. En plus, vous avez besoin de ça, de ces lieux publics pour vous mettre dans votre bulle. Oui, c'est ça. Ouais. C'est qu'en fait, si j'ai plein de distractions autour de moi, si ça fourmille un petit peu, j'arrive à me faire une bulle, mais hyper bien. Les 2 premiers 4 mains que j'ai écrits, c'était avec... Avant ces 2 romans, vous avez écrit sous pseudo. Sous pseudo, Et c'est un pseudo aussi, Marie Talbage. Non, c'est pas son pseudo. Elle, c'est vraiment son nom. C'est mon ancienne épouse. D'accord. Et je me souviens qu'elle était un peu... elle me prenait pour un martien, parce qu'elle a besoin d'une bulle de silence pour écrire. Et moi, il m'est arrivé, on travaillait sur un Google Doc, et il m'est arrivé pendant des séances de shopping, de m'asseoir et de relire mes chapitres et de faire mes corrections sur mon portable en plein milieu d'un magasin avec de la musique beaucoup trop forte, comme on les connaît trop bien. C'est vraiment chacun a sa bulle, et moi j'ai besoin que ça fourmille, quoi. J'ai besoin qu'il y ait du bruit, j'ai besoin d'avoir des choses auxquelles me raccrocher. Et oui, on évoquait un petit peu vous parlez du Bastion. Votre géographie est très parisienne. Bon, il y a des passages là, au Nigeria au départ, et puis Valmy est pour quelque temps mis à l'écart entre guillemets de Paris, puis il revient. Mais votre géographie est très parisienne. Vous faites de Paris un objet littéraire, et il y a des quartiers dans celui-ci très très identifiés, donc Barbès, la Goutte d'Or, Château-Rouge, et tout le quartier de la Porte de Clichy, Vincennes. C'est votre terreau, cette ville, pour créer, ou vous envisagez d'ouvrir votre géographie littéraire, finalement? Pour l'instant, c'est mon terreau, parce que c'est ma ville, parce que je suis né à Paris, que j'y vis, et que en fait, on se sert de ce qu'on connaît et de ce qu'on aime, et c'est une ville que j'aime. Ça vous ressemble? Que j'aime énormément, oui, elle me ressemble un petit peu. Enfin, moins en ce moment, mais... Oui, on parle du Paris d'il n'y a pas si longtemps. Mais... Philippe Valmy mit son masque et entra dans le Franprix en se mettant du gel hydroalcoolique. J'allais poser la question, est-ce que ça c'est envisageable, par exemple? Comment on inclut cette réalité? Mais j'y pense tellement, mais c'est un débat. Oui, comment on fait? Est-ce qu'on masque Valmy? Est-ce qu'on fait abstraction de tout ça et on ne situe pas l'époque? Pourtant, vos romans sont très actuels, donc comment on fait? J'en sais rien. Non, vraiment, je sais pas du tout comment faire, parce que justement, on n'a pas envie de ça, parce qu'on espère que ce sera qu'un mauvais souvenir. Puis finalement, de plus en plus, ça dure quand on se dit bon. Donc, je sais pas, la date de sortie du prochain est peut-être assez éloignée pour que je puisse me permettre de ne pas masquer mes personnages. J'espère. Il espère, oui. J'espère, vraiment. Sinon, je rendrai mon manuscrit en retard.
Sinon, je repousserai la date jusqu'à ce qu'on ait plus de masse. Voilà, non, mais je pense pas que votre éditeur sera ravi, et vos lecteurs non plus. Non, mais je ne le ferai pas. Vous évoquiez tout à l'heure un autre aspect de votre écriture, si j'ai bien entendu, un roman pas policier. Alors, on peut en parler ou... Oui, on peut en parler un petit peu. C'est un roman qui est écrit, qui est terminé. Alors, on peut en parler. Qui n'a pas encore de date de sortie définie, parce que j'ai envie de continuer un petit peu dans le polar, continuer à faire de la promo autour du polar. Ce roman de littérature générale, comme on l'appelle, parce que, oui, finalement, c'est pas... on dit un roman, en jargon, on dit un roman de blanche, mais je trouve que ça se confond trop avec la collection de chez Gallimard, que c'est toujours un peu plus, c'est beaucoup plus tendancieux de dire roman de blanche. Un roman de littérature générale, voilà, en opposition à la littérature noire. C'est quelque chose de beaucoup plus introspectif, le personnage est plus jeune. C'est une histoire de deuil, de veuvage et de stand-up. Voilà. Et de stand-up. Ouais. Vous avez vu un peu dès qu'il y a sur votre passe des petits mots en même temps, j'entends de stand-up. Ouais, ça se passe dans le milieu du stand-up. Ouais. Et oui, et donc vous envisagez peut-être à terme d'alterner entre du noir, de la vitesse générale. Oui, en fait, je sais pas comment dire ça d'une façon pas trop pompeuse, mais j'envisage d'écrire ce que je veux au moment où je veux. Et de pas me foutre forcément dans une case X ou Y. Tant que j'aurais envie d'écrire des romans noirs, j'en écrirai, puis le jour où je voudrais pas en écrire. Si je veux écrire de la poésie un jour, si j'ai envie de m'y mettre, il faudra vendre beaucoup de livres avant. Oui, mais en fait, pour pouvoir publier de la poésie, malheureusement. Mais je pense que l'écrivain sans l'écrivain sans sous, c'est pour ça que l'écrivain reste aussi longtemps dans l'histoire artistiquement, c'est que il y a un moment où beaucoup d'auteurs ont des professions à côté. J'envisage de recommencer à travailler justement pour ça, pour avoir cette liberté de plus forcément dépendre financièrement de votre écriture, de ce qu'on écrit. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant parce que c'est là qu'on s'exprime correctement. Eh bien, vous avez raison. C'est vrai, je trouve que j'ai raison. Et donc là, vous travaillez, la première phrase qui tombe dans votre tête, là, on est sur du polar. Ouais, on est sur du polar pur et dur. Ouais. Et on n'a pas le droit d'avoir cette première phrase. Non, parce qu'elle est trop brouillon dans ma tête. Elle est trop brouillonne. On a hâte de la lire. Oui, un jour sur papier. Peut-être une dernière question. J'aurais dû la poser bien en amont d'ailleurs, et puis on est parti assez loin. Vous êtes un gros lecteur, j'imagine. On parlait d'essais, mais en matière de littérature noire, quelles sont vos références? La Simonance, qui est assez... c'est une évidence, mais pas que, j'imagine. J'ai eu une... Alors, je vais d'abord me justifier avant de donner la réponse. J'ai commencé artistiquement dans ce que j'ai commencé à écrire, qui a été vu par des gens, c'était des textes de stand-up. Et c'est un milieu, le stand-up, qui ne supporte pas le plagiat. Ce qui fait que, on dit qu'on ne vole pas des idées, mais les idées volent. Et du coup, quand j'écrivais du stand-up, je n'en regardais jamais. Et aujourd'hui, écrivant de la littérature noire, je n'en lis plus beaucoup parce que j'ai toujours une peur bleue de piquer quelque chose à quelqu'un, sans le vouloir, piquer une atmosphère, piquer un truc, une scène, une idée, un trait de caractère d'un personnage, un truc qui colle, qui est parfait et qui va vous rester et qui va revenir. Donc avant de commencer à écrire des polars, Simon, Fred Vargas. Oui, c'est deux belles références. Manchette. Et j'aime bien Dan Winslow. C'est le seul que je lis encore. D'accord. Quand il y a un Dan Winslow, je me jette dessus. Je trouve génial. Il y a un côté aussi immersion dans une ville, dans un milieu
vous avez en commun. Mais vous ne plagiez pas. Non, je sais. Et puis, si, maintenant, je donne un cours sur le roman noir à Sciences Po, donc je me tiens quand même un petit peu au courant. Mais malheureusement, mes étudiants n'ont droit qu'à des romans qui sont parus avant 2015-2016, parce que c'est le moment où j'ai commencé à écrire des poèmes. D'accord. Et en littérature, on va dire classique, générale, quelles sont vos influences, vos auteurs phares? Paul Auster. Voilà. Pour moi, Paul Auster doit avoir le prix Nobel à un moment de sa vie. Voilà. Je trouve que son œuvre, c'est toutes les années de travail, ne serait-ce que ça, je crois que c'est Chroniques d'hiver et Rapports de l'intérieur, qui sont tous ces livres à la deuxième personne, ces introspections. Même ce travail-là qui a été formidable. Même pour ça mérite un prix Nobel. Sinon, Romain Gary, Camus, Émile. Je vous remercie. Je vous en prie. On a peut-être le temps de lire un petit extrait. Vous voulez le lire Oui, allez. Oui, moi, j'aimais beaucoup votre prologue. Après, si vous avez un passage. Mais non, moi j'ai envie de lire ce que vous voulez que je dise. D'accord, il est tellement obéissant. Allez. On est au Nigeria en 2004. On est au Nigeria en 2004. Et pour information, le audiobook vient de sortir et c'est moi qui le lis. Ah. Donc si jamais la lecture vous plaît, vous pouvez la retrouver chez Audiolib pour la voix Dixon, je ne sais plus combien. Benin City, Nigeria, 2004. Au moment où le couteau entaille mon poignet, le regard du prêtre brille d'un feu maléfique. Il prépare le juju en faisant couler un peu de sang sur les poils qu'il m'a rasés et qu'il a fait macérer avec ma salive dans la terre du jardin de mes parents, où il ne pousse plus d'arbres ni d'espoir. Ma mère pleure, mon père fait bonne figure. Cette nuit, elle est venue me voir, maman. Elle a posé ses lèvres sur mon front et m'a serré contre elle, plus fort que n'importe quand. Plus fort que la fois où elle m'a perdu au marché, au milieu des gens qui vendaient des fruits et des mototaxis au regard triste parce qu'ils avaient trop chaud. J'ai vu dans ses yeux qu'elle était inquiète à ce moment-là, qu'elle ne voulait pas que je disparaisse. Je l'ai vu dans ses yeux parce qu'il y restait quelques larmes. Mais hier soir, elle me serrait comme ça, parce qu'elle savait que c'était la dernière fois. Alors, elle a plongé son nez dans les tresses qu'elle m'avait faites, tellement serrées qu'elle me faisait décoller les sourcils. Elle les a respirées longtemps. Parfois, moi aussi je les sens, pendant que je lis. Et je sais qu'elles ont une odeur d'huile d'argan. Elle reniflait dans mon oreille. C'était désagréable, mais je la laissais faire. Elle avait l'air d'en avoir besoin. Pendant ce temps-là, je regardais mon bureau d'écolière, mes cahiers, la carte du monde qui était affichée au-dessus. Je savais placer le Nigeria, et grâce à notre voisin Alassane, je savais placer la France, l'Italie et presque tous les autres pays. Il est tellement gentil, Alassane. Il est vieux, avec des cheveux tout blancs et plein de livres dans sa maison. Il aime bien quand je vais prendre mon goûter chez lui et qu'il me lit des romans américains. Il dit que je comprends plus vite que les enfants de mon âge. Il a été impressionné quand je lui avais parlé de l'attrape-cœur. Parce que parfois, je me sens un peu comme le narrateur du livre. J'ai l'impression que personne m'aime, alors qu'en fait, c'est moi qui supporte pas trop les gens après un moment. Mais pas Alassane. Alassane, je l'aime bien, avec ses cheveux tout bleus. Maman me chuchotait à l'oreille. Elle pleurait beaucoup, mais je comprenais ce qu'elle disait. Elle m'a dit que la famille comptait sur moi, qu'il fallait que je ramène de l'argent au pays. Elle m'a dit que demain, le prêtre allait me confier à une madame qui allait s'occuper de moi et m'emmener en France. J'ai trop envie d'aller en France. Je vais pouvoir voir la Tour Eiffel et lire d'autres livres que ceux d'Alassane, parce que bon, je les ai déjà tous lus. Elle m'a dit qu'elle était fière de moi aussi, et qu'elle était sûre que quand je reviendrais à Benin City, tout le monde serait aussi fier qu'elle. Alors depuis tout à l'heure, j'écoute attentivement le prêtre, le babalao. Il est petit, un peu gros et il louche. Pourtant, il est intimidant avec ses vêtements immaculés et ses bagues en or. Il finit d'enrober mon juju dans un tissu et demande à papa et à la madame de prêter serment. Moi, ça commence à me faire un peu peur.
Parce que son temple, Babalao, il est bizarre. D'habitude, les temples que je vois, ils sont pleins de couleurs. Déjà là, c'est dans une vieille cabane de chantier, avec des grues et tout. Et en plus, c'est plein d'ossements, et il y a des photos étranges de gens en transe. Il y a même un masque super effrayant au milieu de l'hôtel. Un de ces masques sur lesquels on a mis les cheveux d'un mort. Il a la bouche grande ouverte et des yeux méchants. Je ne sais pas pourquoi, mais ils sont méchants. Et en plus, les bougies, elles font comme si ses yeux ils bougeaient tout seuls. Pendant que papa prête le serment, maman se met à pleurer. C'est fini. La madame vient me chercher en me prenant par le bras. Dans le fond de la pièce, un monsieur en costume me regarde arriver. Il a des yeux encore plus méchants que le masque. Ben, merci beaucoup. Et de rien, je suis très embrouillé. C'est puissant. C'est vrai? Ouais. Ok. Ça donne des, des frissons et c'est une entrée en matière. C'est magnifique, ça donne envie de tourner la page. Ben merci beaucoup. Félicitations. J'ai tourné la page. Tourner la page jusqu'au bout. Et donc, peut-être on redit le titre du livre, Le souffle de la Le nuit, souffle de la nuit. chez Michel Lafon, et c'est en librairie. Eh ben merci. Merci à l'École des mots, merci à mon éditeur Michel Lafon, merci à la Bilipo de nous recevoir. Derrière cette superbe affiche de Zigomar contre Nick Carter que je ne pouvais absolument pas ignorer. Voilà. Merci beaucoup. Merci Alexandre. Ah oui. Merci. C'est chouette. Vas-y, pardon, je pense que c'est bon. Bah, du coup, je comprends pas de quoi ça sert. Mais je pense que c'est bon parce qu'on les entendait, donc vas-y, tu peux parler. Alors, notre rencontre est... Voilà. Merci à nos deux invités. Donc, c'est la fin de cette rencontre. Nous vous souhaitons un bon week-end et nous vous disons à bientôt. On a un autre programme intéressant pour le premier semestre qui va être un petit peu bousculé, mais on va s'adapter. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt.